En 1996, un après-midi pluvieux, le petit centre d'adoption situé juste à la périphérie de Chicago était calme. Un homme blanc aux cheveux striés d'argent et aux mains calleuses entra, tenant seulement une enveloppe de papiers usés et un cœur anxieux. Il s'appelait George Whitman, un concierge de 58 ans, sans conjoint, sans économie, et sans enfant biologique. Il n'était pas venu pour adopter un enfant parfait. Il était là parce qu'il avait entendu à son église que 3 petites filles attendaient depuis des années un foyer, et que personne n'en voulait. Ce sont des sœurs, avait dit la directrice, hésitante. Noires, très proches en âge. La plupart des gens veulent des bébés, pas des enfants liés entre eux, et encore moins les 3 ensemble. George n'avait pas scié. Lorsqu'il entra dans la pièce sombre et les vit pour la première fois, tout changea. La plus âgée, Amara, se tenait protectrice devant les autres. Ses yeux étaient vifs, méfiants. À 6 ans, elle avait appris bien trop tôt à lire le danger dans le regard d'un homme. La deuxième, Zena, 4 ans, était assise en silence sur un banc, les mains serrées, les lèvres closes. Personne ne l'avait entendue parler depuis près d'1 an. La plus jeune, Naomi, 3 ans à peine, gémissait chaque fois que quelqu'un entrait dans la pièce. Elles avaient traversé des foyers d'accueil, des refuges d'urgence, et de brèves adoptions qui s'étaient terminées par un rejet. Amara avait été battue dans l'un de ces foyers. Zena avait été enfermée dans des placards. Naomi avait cessé de sourire complètement. George les regarda et murmura, « Personne ne laissera personne derrière. Si j'en prends une, je les prends toutes. » Les élever n'avait rien de noble. Ce fut brutal. George les ramena dans un appartement exigu d'une chambre, dans un immeuble délabré. Il donna le lit aux filles et prit le canapé pour lui. Il travaillait 3 emplois, concierge d'école le matin, balayeur de parking la nuit, et plongeur le week-end. Chaque fille portait son traumatisme à sa manière. Amara, autrefois farouche, sanglotait de manière incontrôlable dans son sommeil. George s'asseyait à côté d'elle et fredonnait jusqu'à ce qu'elle se calme. Elle avait un don pour les chiffres, mais ne croyait jamais en son intelligence. Ses professeurs la rejetaient souvent. Zena ne prononça pas un mot durant les 8 premiers mois. George ne la força jamais. Il s'asseyait simplement à ses côtés chaque soir, lui tenant la main pendant qu'elle dessinait en silence. Ce n'est qu'un soir, après qu'il lui eut offert un carnet d'occasion orné de fleurs, qu'elle murmura ses premiers mots, « Merci, papa ». George pleura en silence dans la cuisine pour qu'elle ne le voie pas. Naomi faisait des cauchemars. Elle criait pour sa mère biologique, dont elle se souvenait à peine. George lui tenait la main pendant les longues nuits douloureuses, lui promettant toujours la même chose, « Je ne partirai pas ». Mais ce n'était pas seulement la pauvreté et les traumatismes. C'étaient les regards. Dans les magasins, des inconnus demandaient « Vous faites du babysitting ?» Les enseignants chuchotaient, doutant qu'il soit leur vrai père. Les travailleurs sociaux le surveillaient de près, effectuant des inspections supplémentaires, s'attendant toujours à un échec. Une fois, dans un supermarché, Amara entendit une femme murmurer « Qu'est-ce qu'un homme blanc fait avec 3 petites filles noires? Ça ne semble pas normal. » Amara pleura toute la nuit. George ne riposta jamais, mais il leur apprit à garder la tête haute. Le monde vous demandera si vous êtes à votre place. Ne leur donnez pas leur réponse. Donnez la vôtre. Il économisa chaque centime pour acheter des fournitures scolaires à l'automne. Quand les filles usaient leurs chaussures, il les raccommodait ou marchait pieds nus lui-même. Pendant les fêtes, il faisait du pain de maïs et des guirlandes en papier. Il ne pouvait pas offrir de cadeaux, alors il leur donnait des journaux et son temps. Et il leur rappelait toujours, « L'éducation est votre porte de sortie. Je ne peux pas vous donner de richesse, mais je peux vous donner le chemin. » Les 3 filles empruntèrent ce chemin. À 12 ans, Amara devint une prodige en mathématiques. Zena rejoignit l'équipe de débat, sa voix enfin retrouvée. Naomi écrivait des essais sur ses cauchemars et remporta un prix d'écriture à l'échelle de l'État à 16 ans. Mais malgré leur progrès, George ne changea jamais. Toujours les mêmes vieilles bottes, la même chemise rapiécée, les mêmes yeux doux. Quand Zena lui demanda un jour pourquoi il n'avait jamais cherché à se remarier, il répondit « J'ai déjà élevé les amours de ma vie. » Puis les années passèrent. Les filles terminèrent le lycée, puis l'université. Amara obtint une bourse en ingénierie. Zena étudia le droit. Naomi se lança en médecine. George, désormais dans ses 80 ans, prit sa retraite discrètement. Il vivait toujours dans le même appartement, portait toujours la même chemise blanche. Mais un matin ordinaire, 27 ans après avoir signé les papiers d'adoption, quelque chose d'extraordinaire se produisit. 3 voitures de luxe s'arrêtèrent. 3 femmes en sortirent, vêtues avec élégance, grâce et fierté. L'une portait une robe noire ornée de perles éclatantes, une autre un tailleur sombre impeccable, la troisième une robe rouge profond. Elles étaient venues rendre l'amour que personne d'autre n'avait vu. Le soleil venait à peine de se lever lorsque George descendit le trottoir devant son appartement, celui où il vivait depuis près de 3 décennies. Il portait toujours son vieux t-shirt blanc,
le col effiloché, ses chaussures craquelées par le temps. Il n'avait aucune idée que ce matin calme et ordinaire, allait devenir le plus inoubliable de sa vie. Il venait de s'asseoir sur un banc près du parc quand il entendit les moteurs. 3 voitures élégantes s'arrêtèrent lentement le long du trottoir, une Tesla noire, une Mercedes argentée, et un SUV Lamborghini orange éclatant qui attira tous les regards. Georges plissa les yeux, chercha ses lunettes, puis se figea. 3 femmes en sortirent, gracieuses comme des reines. Amara portait une robe noire ajustée, ornée du même style de collier que Georges avait économisé soit sous pour lui offrir pour une représentation scolaire. Zena, vêtue d'un tailleur sombre et élégant, était désormais une voix reconnue dans le droit de la protection des enfants. Naomi, dans une robe rouge profonde qui capturait la lumière du matin, avait son badge médical accroché à son sac. Pendant un instant, Georges ne put respirer. Naomi se précipita vers lui en premier. « Papa » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il secoua lentement la tête, l'incrédulité gravée sur chaque ride de son visage buriné. « C'est vraiment vous » Zena prit sa main et plaça un petit sac noir dans sa paume. À l'intérieur, un trousseau de clés. Amara parla ensuite, la voix brisée, « C'est à toi, papa. La voiture, la maison, tout. » Les lèvres de Georges tremblèrent. Il regarda le Lamborghini garé à quelques mètres, puis ses filles. Ses filles. Pourquoi, murmura-t-il. Parce que tu nous as aimés quand personne d'autre ne l'a fait, répondit Naomi doucement. Parce que tu es resté, parce que tu as fait de nous ce que nous sommes. 27 ans plus tôt, la société les avait qualifiées d'inadoptables, trop traumatisées, trop brisées, trop différentes. Georges n'y avait jamais cru. Maintenant, debout sur le trottoir, entouré des fruits des graines qu'il avait semées en silence, Georges pleura pas pour les cadeaux, mais parce qu'elles s'étaient souvenues. Et elles avaient fait bien plus que se souvenir. Elles lui avaient acheté une nouvelle maison, avec un jardin, de grandes fenêtres, et sans loyer. Elles avaient engagé une aide-soignante privée pour lui. Elles avaient même créé une organisation à but non lucratif à son nom, la Fondation George Whitman, dédiée à trouver des foyers aimants pour les enfants négligés. « Tu n'as jamais rien demandé, » dit Zena. « Alors nous t'avons tout donné. » Les passants s'arrêtaient. Certains prenaient des photos. Une femme pleurait en silence de l'autre côté de la rue. À cet instant, Georges n'était pas seulement un père. Il était le symbole de ce que l'amour discret et sacrificiel peut devenir lorsqu'il est enfin reconnu. Plus tard ce jour-là, dans la nouvelle maison, Georges s'assit dans un fauteuil confortable, entouré de photos encadrées de ses filles. Remise de diplôme, doctorat, mariage. Il toucha chaque cadre doucement, les yeux humides de gratitude. Sur la cheminée trônait une seule photo dans un cadre doré. C'était la seule de l'orphelinat, 3 petites filles noires se tenant étroitement, incertaines du monde. Sous la photo, gravée sur une petite plaque, à l'homme qui a vu des reines dans des orphelines, qui nous a donné un nom, un avenir, et de l'amour. Nous n'avons jamais été indésirables. Nous avons toujours été à toi. Lors d'une petite conférence de presse la semaine suivante, lorsqu'on leur demanda pourquoi elle l'avait fait, Amara répondit, « Parce que quand le monde a refusé de nous adopter, cet homme nous a choisis. Maintenant, nous choisissons de l'honorer. Il a sacrifié sa jeunesse pour notre enfance. Il a renoncé au confort pour notre guérison. Nous lui avons simplement rendu ce que le monde ne lui a jamais donné. » Georges, assis à leur côté, ne dit qu'une chose, à peine audible, « Je suis fier, non pas à cause de la voiture ou de la maison, mais parce que mes filles sont devenues ce qu'elles étaient nées pour être, et j'ai eu la chance de les voir devenir ainsi. » En fin de compte, il ne s'agissait pas de luxe, ni de succès. Il s'agissait de rendre l'amour à celui qui l'avait donné le premier, sans promesse de retour. Et l'homme que le monde jugeait trop pauvre pour être parent? Il s'avéra être le père le plus riche du monde. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez dans le monde. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.